Alors ce soir, nous allons écouter Chantal Thomas, qui va nous parler de Wolfson, qui était un personnage très célèbre lorsque nous étions un petit peu plus jeunes, qui a publié un livre célèbre que Chantal a sur le bureau, qu'elle va nous montrer, qui s'appelle Le Schizo et les langues. Et son titre ce soir est Louis Wolfson ou la passion des langues comme symptôme pathologique. Alors je ne sais pas si nous sommes affectés par ce symptôme les uns et les autres et qui naviguons entre les langues, mais c'est ce que nous allons voir avec Chantal. Tu as la parole. Wolfson est né le 3 avril 1931 à New York. Il a habité longtemps avec sa mère, Rose Minarski-Brooke, dans le Queens. Après la mort de sa mère, en 1977, il habite dans le Bronx, où il est plusieurs fois attaqué et blessé à coups de couteau. Il va en un lieu un peu plus sûr, le New Jersey, à Chicago, un moment, où il survit plus ou moins dans l'aéroport, et à Montréal, et qu'il quitte à partir d'une idée un peu étrange pour Porto Rico. Et il va aller vivre à Porto Rico parce qu'il a entendu parler dans un journal, de quelque chose qui s'appelle le radiotélescope d'Arecibo, qui est supposé permettre la communication avec les extraterrestres. C'est une autre de ces lubies. Le 9 avril 2003, c'était un joueur invétéré. Le 9 avril 2003, il gagne plus de 2 millions de dollars à la loterie. Il va les perdre en faisant des investissements malheureux. Et les dernières années de sa vie, on ne sait rien sur lui. Il a quitté Porto Rico et le journal Libération va apprendre sa mort, et nous avec un an de retard en 2025. Il est mort en 2024 en Floride. Donc vous voyez, c'est une vie erratique qui est pleine de trous, d'inconnus, et c'est une vie sous le signe des ruptures, de traumatisme, et cet excès de souffrance le mène aussi à un véritable excès de nihilisme. Les parents de Louis Wolfson se séparent très tôt, il a 5 ans, 4-5 ans. Son interlocutrice, sa protectrice, et à ses yeux aussi son ennemi et sa mère. Elle est ennemie, même traîtresse, parce qu'elle le fait interner dans des hôpitaux psychiatriques, et ça commence à son adolescence. Ce sera suivi ensuite de plusieurs internements, soit qu'elle puisse vraiment plus le supporter, soit aussi par plainte des voisins, et aussi parce que son anorexie s'aggravait. Elle le fait interner à l'âge de 21 ans, et il en parle en ces termes, et ça va vous donner tout de suite une idée de sa manière de s'exprimer. Quant à la ville capitale, Hartford, j'y avais moi-même passé 10 mois en 1952-1953 dans un renommé asile psychiatrique privé dit The Institute of Living. Pourtant, je ne réussis pas, semblait-il, mon cours obligatoire à l'Institut sur l'art de vivre sainement. Car mon psychiatre, le docteur H, recommanda mon transfert dans un hôpital d'État, quand ma mère était devenue plutôt préoccupée également
des problèmes financiers découlant des coûts continus de mon internement. Nonobstant l'évaluation défavorable à mon exéat, elle dit vouloir me faire relâcher, forcément sous sa responsabilité signée. L'art de vivre sainement, dès son enfance, Louis Wolfson y demeure étranger. Il est condamné à élaborer des stratégies de survie pour réussir à fonctionner un minimum. Autrement dit, des ruses pour déjouer ses manies, ses obsessions, ses phobies. La pire étant son rapport calamiteux à sa langue maternelle, l'anglais. Langue, comme il le note lui-même, étant extrêmement répandue de par le monde et dépassée seulement par le chinois. La langue anglaise lui parvient quotidiennement par la voix de sa mère, par sa voix, par ses éclats de voix, par sa façon de crier, je cite, « à tue-tête ». Et alors qu'il est diagnostiqué schizophrène, il est littéralement tué en sa tête, fendu. C'est contre l'entreprise mortelle, tuante de la voix et de la langue de la mère que Louis Wolfson élabore un système linguistique très complexe et, comme il le dit lui-même, très fou. Son livre « Le schizo et les langues » nous en donne une minutieuse description et multiplie les exemples. Le schizo et les langues, écrit en français donc, a été posté de New York en 1964. Et aussitôt, il attire l'attention de Simone de Beauvoir et Sartre, qui publient un tiers du livre dans les temps modernes. Le manuscrit a aussi été reçu par Pontalis et Queneau chez Gallimard, et il y a de très longues discussions au comité de lecture, est-ce qu'il faut l'éditer ou pas. Et finalement, il va paraître en 1970 avec une longue préface de Deleuze, et il paraît dans la collection Le Schizo, dans la collection Connaissance de l'inconscient. 5 ans plus tard, un colloque à New York et à l'Université de Columbia, intitulé Schizoculture, attire beaucoup de monde, et en particulier beaucoup d'intellectuels français, dont Deleuze, Guattari, Foucault. Ce colloque, qui était organisé par Sylvain Lottinger et par John Reichmann, se fait dans un désordre absolument invraisemblable, et le schizo, invité à lire un texte, refuse. Il refuse également de même saluer tous ces intellectuels ou psychanalystes venus, et plus tard, il aura, par rapport à Pontalis et à cette publication dans Connaissance de l'inconscient, une attitude extrêmement hostile. D'abord, parce qu'il est opposé à la psychanalyse, et il dit de Freud qu'il est un des plus grands mystificateurs à succès de tout le temps moderne. Ensuite, il a très rapidement, et ça s'aggrave au cours des nombreuses années que Gallimard a publié le manuscrit, il a un rapport de plus en plus difficile avec Pontalis, parce que l'écriture de Louis Wolfson se fait à partir de dictionnaires et donc par apposition. On peut toujours ajouter quelque chose.
Donc le manuscrit qu'il a envoyé n'est pas le manuscrit final, ce qui est déjà pour un éditeur un problème. Et ensuite, il a une idée d'orthographe améliorée, et ça, J.B. Pontalis ne veut absolument pas tout reprendre en fonction de cette orthographe. On le comprend un peu quand même. Et se souvenant de ces années, de ce travail, entre guillemets, avec Louis Wolfson, Pontalis dit « Je me rappelle m'être demandé avec quelque angoisse, ce Wolfson va-t-il réussir à me rendre fou ?» Le troisième motif de sa distance par rapport à un tel colloque et même par rapport à la manière dont Deleuze ou Lyotard le commentent, c'est que il s'énonce dans le schizo et les langues, et le titre le dit, à la troisième personne. C'est-à-dire qu'il accepte le diagnostic ou le verdict posé à son égard et qui le retourne en un personnage, peut-être pas de fiction, mais en tous les cas narratif. Le schizo et les langues s'ouvrent sur un autoportrait. Je vous lis. Le jeune homme schizophrénique était maigre et comme beaucoup de gens de tels états mentaux. En effet, il semblait plutôt dénourri. Son visage, et en particulier sa bouche, semblait le plus souvent grimacer par un mélange de tristesse et de douleur. La bouche étant du reste plutôt petite, et les commissures des lèvres dirigées en bas. Alors, j'ai plusieurs portraits, donc j'appuie. Celui-ci, c'est à peu près au temps où il écrit, un peu après le schizo et les langues, c'est vers la quarantaine. Celui-ci, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus âgé. C'est pendant le tournage du seul film qui a été fait sur lui, que malheureusement je n'ai pas pu voir parce qu'il appartient à la télé italienne, par Duccio Fabri. Et c'est quand il vit alors à Porto Rico. Le caractère romanesque du schizo et les langues se dit, se voit, se sent dans ce jeu ouvert presque à l'infini, par lequel le schizo fait des variations. Pour se qualifier lui-même, par exemple, il écrit « Il est le schizo, mais il est aussi le jeune homme schizo, l'aliéné, le psychotique, le psycho, l'étudiant de langue schizophrénique, l'étudiant schizophrène, le jeune homme psychotique, l'étudiant d'idiome dément, l'étudiant aliéné, le malade mental, et enfin, une seule fois, il écrit « notre dément ». Et c'est la seule occurrence dans tout le livre d'une intersubjectivité avec le lecteur et d'une vraie ironie et envie de s'amuser. Par ce luxe de dénomination et d'apposition, Louis Wolfson fait complètement exploser le pouvoir réducteur et enfermant d'un diagnostic médical. Et j'ai oublié de dire aussi que Louis Wolfson avait commencé des études de médecine, qu'il interrompt à cause de sa maladie parce qu'il n'arrive pas à remplir les papiers, il n'arrive pas à se présenter au cours. Mais le dictionnaire médical
en langue étrangère, bien sûr, en toute langue sauf en anglais, l'accompagne toujours. Par sa manière de pratiquer la linguistique et l'étude des langues, Louis Wolfson va élaborer véritablement une arme pour contrer les effets destructeurs de la langue maternelle, l'anglais, une langue qui, dit-il, est pénétrante, une langue qu'il redoute, qu'elle soit lue, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit pensée. Le maléfice des mots anglais a sur lui un effet durable. Parfois, écrit-il, les mots retentissent en lui longtemps dans son cerveau perverti, je cite. Sa manière donc de travailler, d'étudier, d'apprendre une nouvelle langue doit être vue comme un ensemble de manœuvres, une conjuration contre l'imminence d'une catastrophe. Lui-même qualifie son étude de langue de vraie manie. Il va étudier 4 langues essentiellement, le français, le russe, l'allemand et l'hébreu. Elles vont lui servir à lui procurer des solutions pour effectuer aussi vite que possible une conversion instantanée, une métamorphose immédiate, magique, d'un mot ou d'une phrase de la langue anglaise en des vocables étrangers qui sont phonétiquement, je dis bien phonétiquement, aussi proches que possible de la langue anglaise, mais c'est une pratique qui ne prend pas en considération le sens. Il dit lui-même vouloir un désossement de la langue anglaise, et évidemment le plus grand point de résistance ce sont les consonnes. Avec les voyelles, c'est plus facile. Le livre est fait d'une suite d'exemples linguistiques, et je vais vous dire. Alors, la mer, elle est représentée surtout comme une menace sonore. Il y a la langue, mais il y a aussi l'aspirateur, la radio. Elle a aussi une orgue électrique qu'elle fait jouer comme un tintamarre qui le détruit. Et elle aime écouter des chansons. Et ça, c'est un vrai supplice pour le jeune homme étudiant en langue aimante. Et une des chansons qu'elle aime écouter, c'est Good Night Ladies. Je vous dis comment il perçoit et comment il explicite sa fabrication d'une arme efficace contre la menace. En effet, ayant un mot étranger remplissant à la fois dans le son et dans le sens les conditions, selon lui, de similitude avec un mot anglais donné, celui-ci ne lui semblait plus guère exister, et l'écouter, ce lui serait plus ou moins écouter le mot étranger similaire. Et en ces moments, il avait, mais peut-être à tort, l'espérance de pouvoir un jour, à nouveau, employer normalement sa langue maternelle, dont usaient presque exclusivement les gens qui l'environnaient. Et donc, dans ce cas particulier, l'anglais « lady » n'existerait plus guère pour l'étudiant. Mais il deviendrait immédiatement, dans son esprit, le russe « loudi », et il s'apaiserait encore plus à propos du beau malheur d'écouter ou de voir, de temps en temps, par hasard, « ladies », même si
d'y penser avec la considération de la déclinaison du mot russe et spécialement des positions de l'accent tonique dans celle-ci, laquelle est du reste comme suit, et suit alors un très long passage sur la phonétique, que je ne vous lis pas, mais d'autant plus que ces très longs passages sur la phonétique répondent au désir de Louis Wolfson que les sons soient transmués en lettres, et donc que les sons soient annulés, éteints. Et bien sûr, il est très important pour lui que le mot « ladies » disparaisse, puisque non seulement c'est un mot qui est partout répandu, mais dit-il aussi pour aller aux toilettes, c'est quand même très important que je puisse lire sans lire le mot « ladies ». Je dois dire que le désordre du schizophrène m'a gagné. Enfin, j'ai déjà un désordre naturel, mais dans son autoportrait, Louis Wolfson emploie le mot « dénourri » à propos de sa maigreur qui était visible particulièrement dans la première image, mais dans toutes. Il indique ainsi un autre motif de son anxiété qui est aussi fort que l'angoisse d'être pénétré des mots de la langue anglaise, c'est la nourriture. Il essaie de manger le moins possible de la nourriture, évidemment apportée par sa mère, et ce qui rend difficile cette absorption de nourriture, c'est qu'il voudrait à la fois savoir ce que les boîtes de conserve contiennent, mais en même temps, la plupart des textes sont écrits en anglais, donc il les regarde les yeux à moitié fermés pour distinguer dans une sorte de brume qu'est-ce qu'il va ingurgiter. Et le drame, c'est que ou bien il ne mange pas, ou bien il mange trop, et il est saisi, dit-il, de sortes d'orgies de nourriture qui le dépriment complètement. Mais il y a des moments de respiration et presque de bien-être dans le schizo et les langues, et c'est quand il contrôle à la fois la bonne quantité de nourriture et qui se trouve au calme dans son cabinet de travail, les oreilles bouchées et accoudé sur un dictionnaire, évidemment de langue étrangère, et il travaille sur ce dictionnaire qui est comme une sorte de rempart symbolique qui s'ajoute à toutes ces techniques pour être séparé de la menace verbale. Dans ces moments-là, quand il est dans cette sorte de marche d'apaisement, sans être vraiment heureux, il écrit qu'il était vraiment satisfait de lui-même et qu'il pensait, dans sa naïveté,
avoir inventé une nouvelle science. Mais ces moments de triomphe sont extrêmement fugitifs et la tonalité courante tout au long du livre, elle est vraiment d'une peur. Mais doublée d'un humour et d'une perception extrêmement aiguë des expériences quand il sort dans New York. Il y a un très beau texte de Paul Auster sur Lew Wilson où il dit de lui qu'il est bizarrement un très bon descripteur, un très bon narrateur du New York des années 70. C'est un peu faux dans la mesure où, vous voyez, c'est une langue quand même qui fait écran avec la projection dans un univers étranger, mais en même temps, par son acharnement à dire tout ce qu'il perçoit et à rester au plus près de sa manière, comme il dit lui-même, pervertie, mais inventive, de penser, il ouvre, il y a un pouvoir d'envoûtement de ce livre, et il a eu un écho extraordinaire au moment de sa sortie, mais je pense qu'au-delà de cet effet de mode, qui était évidemment dû à la passion pour les sciences humaines, en particulier la psychanalyse, au-delà de ça, il y a dans Louis Wolfson, dans sa façon de décider de vivre par le langage, par le français, une vraie ambition littéraire et une vraie vocation d'écrivain. La cassure, je l'ai dit sans insister quand j'ai présenté un résumé de la vie de Louis Wolfson, c'est la mort de sa mère en 1977. À partir de là, il va être perdu. La seule interview qu'on ait de Louis Wolfson, c'est une interview qui a été donnée au journal lacanien L'Âne, et la personne qui l'interviewe lui demande est-ce que vous allez écrire après votre second livre, Ma mère musicienne est morte, est-ce que vous écrirez un autre livre? Et il dit non, sauf si ce livre a du succès. Or, il y a eu un énorme retentissement pour le schizo des langues, mais pour Ma mère musicienne est morte, le livre est passé complètement inaperçu. Or, ce livre est vraiment un très beau livre de deuil à sa manière. C'est un livre écrit qui sort en 83, je crois, 84. Et Louis Wolfson l'écrit avec sa mère, dans la mesure où son propre texte est entremêlé du journal que sa mère a tenu de sa maladie, un cancer, une tumeur. Il écrit tumeur, T-U-M-E-U-R-S. Toutes les techniques de forteresse, la construction de forteresse, qui est pour lui l'étude de la langue, ne peuvent pas aboutir à la perfection. Bien entendu, il y a des fractures, bien entendu, il y a des failles, et Louis Wolfson se trouve confronté à des situations où il doit répondre à des personnes vivantes qu'il ne peut pas éluder. Essentiellement son père et sa mère. Avec les deux, il leur demande de parler yiddish, et comme son allemand à lui est mauvais, et celui de son père aussi pas très sûr, yiddish avec un mélange d'allemand un peu
Il y a les jours où la mère accepte le jeu et d'autres où elle n'accepte pas. Mais un des moments particulièrement émouvants dans Ma mère musicienne est morte, c'est un moment où le fils lui parle et il lui demande comment elle va. Il est à l'hôpital, ce qui pour lui est un effort considérable parce qu'il a des hôpitaux une véritable phobie. Si sa mère l'a fait interner plusieurs fois, lui s'est échappé aussi très souvent, il s'évade. Donc, venir la voir, c'est une épreuve terrible. Donc, il lui demande comment elle se sent et elle lui répond « Je me sens très pas bien ». Elle me parlait en yiddish autant qu'elle ne pouvait. Et je trouvais très touchant cet effort de se plier à mes extravagances malgré son état pitoyable. Moi, évidemment, je lui parlais comme d'ordinaire, en yiddish ou allemand modifié de façon peu ou prou appropriée. Peut-être viendrai-je plus tard, autrement, demain. Merci, Louis. Je n'ai pas entendu que tu es sorti, et quand je me suis réveillée, j'étais vraiment dépitée. Et j'avais dit à Sam de me prévenir si tu allais. Cette marque d'acceptation par la mère de l'obsession linguistique de son fils est particulièrement précieuse aux oreilles de Louis Wolfson parce qu'il a compris qu'il était en train de perdre sa mère, de perdre son lien ambivalent de haine et d'amour, le lien par lequel aussi il avait un abri, il n'était pas livré à la rue. En opposition avec ces mots de conciliation, avec ces mots d'amour de la mère, la réaction du beau-père, Sam, peu avant la mort de sa femme, cette réaction qui, annonciatrice de l'absolue solitude de Louis Wolfson et de son errance, cette réaction va vraiment le foudroyer. Je cite le schizo. Et Sam me crierait dans le taxi d'une voix tonitruante et à plusieurs reprises « Maintenant, je suis le patron ». Et ça, réellement, tonnerait à travers mon écouteur stéthoscopique. Si la voix de la mère, faisant irruption à l'improviste dans son cabinet de travail dans le Queens, lui faisait un effet de tue-tête, la voix de tonnerre du beau-père l'anéantit. Chassé de l'abri maternel, perdu, errant, le schizo va malgré tout trouver l'énergie extraordinaire d'écrire ce deuxième livre, Ma mère musicienne est morte. Un livre qu'il aurait voulu co-signer à deux et un livre qui est finalement son dernier livre, mais la question de ses autres écrits reste ouverte parce que, comme il le dit dans le film de Duccio Fabri, à partir du moment, surtout dans les années, une dizaine d'années où il habite Montréal et où il est complètement homeless, il continue d'écrire, il écrit constamment. Il est plusieurs fois agressé, il perd ses feuilles et il décide de réunir ce qui peut être appelé un manuscrit dans un locker, dans une consigne d'une université à Montréal. Et un jour, il y va et la consigne est vide. Donc, il y a le manuscrit perdu à Montréal. L'appel au secours, qu'est son usage des langues étrangères, et en premier sa prédilection pour le français,
lui a permis non seulement de survivre, d'affronter une déréliction extrême, mais aussi, il a vécu très vieux finalement, il a réussi à poursuivre un dialogue à la fois intense, unique et partiellement communicable avec lui-même. Le livre entier du livre Ma mère musicienne et Ma mère musicienne est morte de maladie maligne mardi à minuit au milieu du mois de mai 1977 au War Memorial à Manhattan. C'était exactement le 18 mai 1977. C'est donc aujourd'hui le 49e anniversaire de la mort du schizo et des langues. Voilà, merci. Pardon? Qu'est-ce qui est écrit derrière ça? C'est lui qui écrivait ça? Je crois pas. Non, c'est bon. Je crois pas. C'est qu'il avait aussi inventé. Oui.